prenez place et nous allons commencer cette journée. On va prendre successivement la parole Monsieur le maire d'Auch pour un mot d'accueil, quand même pour présenter rapidement la journée, et Monsieur le préfet qui fait l'honneur d'être parmi nous. Monsieur le maire. Merci. Monsieur le préfet, mon général, monsieur le président du conseil d'administration de la mission du centenaire, monsieur le président du conseil départemental, cher Bernard, madame la représentante de la région, chère Fatma, monsieur le président de la société archéologique, cher Georges, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer le remarquable travail de mémoire et d'éducation populaire réalisé par la Société archéologique du Gers dans le cadre de la mission du centenaire de la Grande Guerre. Depuis 4 ans, votre association permet aux Gersois de découvrir ou redécouvrir tous les aspects de cette guerre, ce cataclysme d'où surgirent tous les autres, et plus particulièrement son impact sur la société gersoise de l'époque. Tragédie sans précédent, traumatisme originel. La Grande Guerre a duré 4 ans. Elle provoqua la mort de 9 millions de soldats de part et d'autre. Première guerre des temps modernes, elle fut la guerre des innovations techniques, de la production de masse, de la mobilisation de toutes les ressources humaines, économiques et psychologiques. Le soldat n'y a plus guère été que le serviteur et la victime de la machine. De la Grande Guerre sort une Europe absolument transfigurée, épuisée, traumatisée, modernisée de force. La Grande Guerre est une révolution à elle seule. Elle est fille de la révolution industrielle, mère des révolutions politiques qui créent la République des Soviets en Russie, la République de Weimar en Allemagne, et donne à l'Europe centrale son apparence pour 2 décennies, jusqu'à l'Anschluss et l'invasion de la Pologne pour le Troisième Reich en 1939. Et à cet égard, l'année 1917 fut un tournant, une année charnière. Elle fut sans conteste pour la France la grande année du doute, le seul nom du chemin des dames et la seule évocation des mutineries nous remettent en mémoire de quel abîme le pays était menacé. Une désespérance généralisée et, quand ce n'était pas la révolte, la résignation à la défaite émergeait d'un mouvement de fond résumable à une question qui était sur toutes les lèvres: à quoi bon tous ces morts? L'offensive, commandée par le général Nivelle, avait lamentablement échoué. Près de 150 000 hommes mis hors de combat du côté allié, dont 40 000 tués. Le 1er mai 1917, à Paris, des rangs de la manifestation traditionnelle se sont élevés les cris « À bas la guerre ». Dans les jours suivants, plusieurs dizaines de milliers de soldats refusent de monter en ligne. La crise est ouverte. À l'arrière, une vague de grève traduit la lassitude du pays. Sur le front oriental, la révolution de février a révélé la détresse des combattants russes. Au début de juillet, le général Brusilov doit renoncer à l'offensive projetée, tant, de ce côté-là aussi, les troupes sont épuisées. En novembre, la révolution bolchevique annonce une paix séparée et la fin de l'alliance russe. Mais en cette année 1917, l'issue du conflit se joue loin des lignes de front du vieux continent. Le 6 avril, le Congrès des États-Unis a voté l'entrée du pays dans le conflit aux côtés des Alliés. Comme vous le savez, la population de notre département a payé un lourd tribut à ce terrible conflit. 8265 morts pour la patrie, dont 1429 disparus et aussi 3604 mutilés.
En 1921, notre département ne compte plus que 194 406 habitants et il est évident que les populations paysannes ont été sacrifiées. Des monuments rappellent et commémorent cette hécatombe dans les villages du Gers comme dans tous les pays belligérants. Mais le fil de la mémoire est ténu. Après la disparition des derniers survivants de la Grande Guerre, nous ne disposons plus désormais, pour tenter de comprendre et de saisir l'événement, que du travail des historiens, des témoignages littéraires et épistolaires, très nombreux, on le sait. Il y a aussi le travail minutieux, opiniâtre et trop souvent ignoré de tous ces sauveteurs de mémoire, particuliers, associations comme la Société archéologique ou organismes comme l'ONAC, qui luttent à leur façon contre l'oubli, cette gangrène de l'histoire. Ce travail ne se réduit pas à une vaine logique qui consisterait à accumuler des témoignages épistolaires, des objets, mais bien à les interroger pour en révéler le sens historique et politique profond. Honorer la mémoire de nos compatriotes morts pour la France, c'est aussi semer pour l'avenir, notamment chez les plus jeunes, pour lesquels ce passé s'éloigne davantage chaque jour et devient de plus en plus virtuel. Alors, merci encore à toute l'équipe qui anime la Société archéologique et en particulier à son président, Georges Courtès. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, une excellente journée de travail et d'échange sur le thème de cette grande guerre. Et je vous remercie de votre attention. Voilà, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire d'Auch, mon général, président du conseil d'administration de la mission du centenaire, Monsieur le vice-président du conseil départemental, Madame le conseillère régionale, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous nous retrouvons dans cette salle des cordonniers, aimablement mise à notre disposition par la mairie d'Auch, pour la 5e année consécutive et pour une 5e journée colon. Dès 2012, la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique gère son appellation, s'est inscrite dans le rappel des événements ô combien glorieux et douloureux qui se sont déroulés il y a 100 ans, entre 1914 et 1918. Une des missions de notre association consiste à rappeler les moments importants de notre passé, à les analyser, à tenter de les comprendre et à les expliquer aux générations futures. Nous avons proposé, depuis 2013, des thèmes de recherche au comité départemental du centenaire, présidé par M. le secrétaire général de la préfecture, et sous le titre générique des Gersois et la Grande Guerre. Il se décline, ces thèmes, année après année. Une journée colloque en novembre sur un thème précis, le Gers il y a 100 ans, la publication des actes de l'année précédente et un travail sur les soldats morts à la guerre sous forme de mémorial. Non sans difficulté, essentiellement financière, nous avançons et nous poursuivons l'aventure. Merci à vous tous, présents dans nos journées, qui achetez nos publications, à tous ceux qui assurent le travail de recherche, prêtent des documents, présentent les communications. Merci à la mission du centenaire, présente aujourd'hui par son président du conseil d'administration, le général Rastorza, qui a labellisé nos projets, nous fait confiance et nous aide. Merci, mon général. La journée qui s'ouvre sera dense. Vous y trouverez nos différents objectifs déclinés année après année. D'abord, la présentation par une vingtaine d'intervenants des travaux sur le thème, cette année, « Souvenirs de guerre, écrits de guerre », des écrits en français, mais aussi en gascon,
ce parler que l'on qualifiait de patois à cette époque. Nous avons utilisé des carnets de guerre, des récits, des poèmes, des pièces de théâtre, des tragédies. Les amis ont rassemblé, et vous les voyez avec l'exposition, des objets confectionnés dans les tranchées. Ce sont des objets, mais aussi des souvenirs, des dessins de guerre. Et vous verrez particulièrement émouvante cette maquette d'un taxi de la Marne réalisé par le capitaine Castex de Mirande, taxi qu'il a offert à son fils qui venait de naître, mais l'enfant ne connaîtra jamais son père. Il est mort, il est tué devant Verdun et son corps n'a jamais été retrouvé. Nous avons aussi, outre cette journée, le plaisir de mettre à votre disposition le tome 4 des actes sur la guerre. Voici ce tome 4, vous l'avez à votre disposition et je me permets de vous l'offrir, Monsieur le Préfet, mon général, Monsieur le maire. Merci. Voilà. Donc, ce sont, dans cet ouvrage, sont rassemblés les communications, les textes des communications qui ont été présentés l'année dernière. C'est un ouvrage qui fait suite à 3 autres. C'est désormais une collection que tout Gersois se doit de posséder et voire de compléter. Quant au mémorial, nos amis travaillent sur tous les Gersois qui sont morts au combat, un peu plus de 3500, mais on essaie d'apporter à tous ces noms autre chose qu'un simple nom et prénom, mais aussi des souvenirs de leur vie qui a été écourtée dans du fait de la guerre. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur plusieurs partenaires. Pour l'État, merci Monsieur le Préfet, le service de l'Office national de l'ancien combattant et victime de guerre. Pour le département, merci Bernard Gendre avec le service des archives, la municipalité, mais aussi donc les maires du Gers et la mission du Centre. Notre souhait consiste à rappeler l'énorme sacrifice encouru par l'ensemble de la population gersoise, que ce soit les soldats sur les fronts ou que ce soit les familles restées à l'arrière en charge des exploitations agricoles et autres lieux de travail. Que les témoignages rassemblés aujourd'hui soient conservés et que notre action s'inscrive dans la durée. Voilà, mesdames et messieurs, notre objectif et notre originalité. Bonne journée. Monsieur le maire, mon général, mes généraux, devrais-je dire, parce qu'une pluie d'étoiles s'est abattue sur cette salle ce matin. Je connais ici beaucoup de généraux que je connais bien. Monsieur le président de la Société archéologique du Gers, que je salue tout particulièrement, cher Georges Cotresse, monsieur le vice-président du conseil départemental, Bernard Gendre, madame la conseillère régionale, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi et même un honneur d'être à vos côtés ce matin pour ouvrir ce colloque annuel de la Société archéologique du Gers. L'occasion évidemment de remercier le président Courtès et Jacques Lapart également, que j'ai toujours plaisir à retrouver, qui est quelque part pas loin. Ah, il est dans le fond, voilà. Bon. Et Jacques Lapart pour le secrétaire général de la Société archéologique, pour leur dynamisme, cher président, votre dynamisme, votre contribution, toujours vivante à la valorisation de l'histoire et du riche patrimoine de notre département. Je voudrais également saluer tout particulièrement, évidemment, le général Iras Torza, président de la mission du centenaire, dont le passé militaire prestigieux est bien connu. En général, vous faites l'honneur de participer à cette édition centrée sur le thème de 1917, écrit de la guerre. Soyez-en très chaleureusement remerciés. C'est une attention à laquelle nous sommes ici tous très sensibles et qui n'est pas anodine.
En effet, cette présence, votre présence, souligne en effet l'importance de ce colloque, qui s'inscrit pleinement, en effet, dans l'objectif de la mission du centenaire. Il s'agit pour le département d'un véritable temps fort, devenu rituel, une contribution scientifique importante à ce programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. Depuis 2013, mesdames, messieurs, vous participez, la plupart, je pense, de façon régulière, à cette journée de réflexion autour de la vie du Gers et des Gersois, à la veille déjà, contribution très intéressante du Gers avant la guerre, que j'avais eu plaisir à découvrir lors de ma nomination comme préfet. C'était aussi une façon d'approcher un département comme le nôtre, à la veille donc, puis pendant la Grande Guerre. Votre colloque, dont les objectifs ont été précisés en 2014 par le comité départemental du centenaire, vous y faisiez allusion, Monsieur le Président Cortès, permet ainsi de mieux faire connaître les répercussions des événements de l'année considérée, 100 ans auparavant, dans le département, et l'engagement des Gersois au front. C'est un apport que reconnaît et soutient cette labellisation, en 2015 comme en 2016, au titre de la mission du centenaire. En général, merci à vous de porter un œil toujours attentif à la contribution gersoise. C'est un soutien qui n'est pas complètement anodin et qui n'est pas que scientifique, puisque ce label permet de financer, ou en tout cas contribuer au financement de la publication des actes du colloque, et donc s'inscrit pleinement dans cette exigence scientifique de cette démarche. C'est aussi un label qui marque, conformément à son objectif, le caractère innovant, structurant, fédérateur pour le Gers, d'une journée comme celle-ci, et en l'occurrence aujourd'hui de cette 5e journée de réflexion sur l'engagement de notre département dans le premier conflit mondial. Cette année donc, à travers notamment le regard de ceux de ces soldats qui étaient aussi écrivains et artistes, vous éclairerez l'action des Gersois sur le front en 17. Cet engagement, au demeurant, je me plais à le rappeler, dans le corps préfectoral local, porte également la trace, et il est naturel, même inévitable en quelque sorte, qu'un corps de fonctionnaires aussi en prise avec les enjeux de la société, qui vit dans son environnement, et aussi porter, contribuer, payer son tribut à cette hécatombe de la Première Guerre. Je rappellerai par exemple, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, que M. Contensin, sous-préfet de Condom, a remplacé le sous-préfet Augustin Dubois, mobilisé depuis 14, et il est lui-même en B17 mobilisé par également, bref, le corps préfectoral, comme au fond l'ensemble de la société française, a participé à l'effort national. Mais au-delà de ce colloque, je voudrais souligner la vitalité des initiatives organisées dans le département pour commémorer ce cycle mémoriel du centenaire de la Première Guerre mondiale. La mission du centenaire a ainsi labellisé pour 2017 3 événements, dont ce colloque. Deuxième événement, on notera le projet des soldats de Pessan, 14-18 Visages pour la France, consistant à sauvegarder les photos émaillées de ces soldats se trouvant dans l'abbatiale de Pessan. C'est une représentation très émouvante de ces visages de nos anciens. Et en plus de ces 2 événements, le colloque et Soldats de Pessan, un projet porté par l'atelier Cano-Pédoche, qui a cherché à faire découvrir les richesses patrimoniales gersoises liées à la Grande Guerre aux différents intervenants de l'éducation nationale. C'est une vitalité qu'on a constatée depuis le début de ce travail commémoratif et qui devrait se poursuivre, se confirmer l'an prochain. Pour 2018, il sera évidemment, comme 2014, une année singulière, une année particulière. 4 projets, d'ores et déjà, ont demandé leur labellisation à la mission du centenaire. Je souhaitais le signaler et peut-être, en général, me permettre de vous le signaler tout particulièrement. Voilà, donc je voudrais vous saluer ces projets locaux, rappeler qu'il y a une vie aussi en dehors de la labellisation. La labellisation, et c'est important, a été autour de la mission, grâce au travail de la mission, est une démarche importante, effectivement, qui facilite. Je rappelle du reste qu'elle n'est pas que question d'argent, parce qu'on peut voir
un projet labellisé sans être pour autant soutenu financièrement. Donc on voit bien qu'on n'est pas que dans une démarche de soutien financier, on est dans une démarche de reconnaissance par la mission, mais pour autant sont soutenus ou pas localement une multitude de projets qui, parce qu'ils ont un intérêt local, ne sont pas forcément soutenus par la mission, qui va s'attacher davantage à un égo peut-être plus important, national, mais qui pour autant sont des projets intéressants. Je souhaitais aussi ce matin saluer l'ensemble des porteurs de ces petits projets qui ont contribué tout au long de ces années à nourrir ce cycle mémoriel. Voilà, je voudrais terminer ce rapide propos en vous souhaitant, cher Président Cortès, tout le succès possible pour atteindre notre dernier objectif au titre de cette commémoration, la création d'un mémorial pour rendre hommage à l'ensemble des quelques 8400 soldats gersois tombés pour la France. Cette initiative paracheverait, au même titre que le colloque de l'an prochain, qui ne manquera pas d'intervenir, 6 années de réflexion et de valorisation de l'action du Gers et des Gersois au service de la France. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, à tous et à tous, une bonne journée de réflexion et de travail conjoint autour de ce devoir de mémoire qui nous oblige tous. Merci. Merci beaucoup. Alors moi j'ai le mauvais rôle, je suis le chronomètre. Et j'ai pris du retard, je ne désire personne. Donc comme d'habitude, nous allons organiser la journée sur les 2 salles, c'est-à-dire que nous allons faire au départ une conférence plénière ici, qui évidemment va être un tout petit peu raccourci, mais c'est la règle du jeu et c'est prévu aussi pour cet après-midi. Le général interviendra à 14h, c'est pour ça qu'il faudra être là à 14h pour pouvoir vraiment bénéficier de la totalité de la journée. Donc c'est comme ça que nous allons commencer avec une conférence inaugurale ici avec Bernard Jean et Jean-Claude Borins qui vont nous parler de l'année 17 concernant les soldats. Puis dans cette salle, nous aurons des récits des soldats qui racontent leur guerre. Faites attention par rapport au programme que vous avez, une petite interversion, merci beaucoup. Entre 11h et 12h, voilà, il y a Georges Cortès qui parlera à 11h et non pas à 12h et on inversera. Donc on aura toute une série de choses, pas la peine de vous le détailler. Vous avez le programme avec vous, si jamais vous ne l'avez pas, il y en a plusieurs à l'entrée de la salle, donc n'hésitez pas à regarder. Donc ici ce sont des histoires racontées par les soldats eux-mêmes. Au même moment, dans la salle du bas, nous avons des interventions concernant les écrits des soldats d'une autre manière, avec des poèmes, des carnets, des sonnets, des dessins, etc., etc. Il y aura une pause repas à 12h30 jusqu'à 14h, et je reviens encore une fois sur l'horaire de 14h. Et à 14h, nous aurons donc après le discours officiel, une conférence pareille dans cette salle, pour voir ce qui se passe dans le Gers pendant cette année 17 par rapport à tous les événements dont on nous a rappelé l'importance. Et puis de nouveau on se sépare de salles. La salle du haut sera consacrée aux arts, avec des objets, et vous avez donc les expos qui sont là, avec des photos, avec des poèmes, avec aussi Charles Samaran, un intellectuel gersois à l'intérieur de ça. Et pendant ce temps, dans la salle 2, des œuvres de circonstance, c'est-à-dire nous verrons tout le reste, les oraisons funèbres au moment des mauvaises nouvelles. Nous verrons le résultat de la grande collecte aux archives. Nous verrons aussi des choses assez extraordinaires sur le fait qu'on a eu beaucoup d'écrits de soldats à leur famille. En revanche, on a très peu de lettres des familles aux soldats. Et nous en avons 2 ici dans le Gers, donc il y aura une intervention là-dessus. Et puis une évocation d'Henri Castex. Donc ce sera une journée très très dense, dont la fin est prévue à 17h30. Et là aussi, je pense que nous
dépasseront, mais ce sera très bon signe comme ça a été le signe là dès ce matin. À mon tour, je vous souhaite une excellente journée. Bien. Messieurs les généraux, mesdames et messieurs, je vais pas refaire l'énumération dans vos grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis. Monsieur Gendre et moi-même allons vous présenter en quelques minutes, car le temps imparti est relativement court, le parcours qu'ont suivi les soldats gersois des 3 régiments d'infanterie durant l'année 1917. Bon, le front occidental de 1917 est toujours le même, qui part depuis la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse. Et au 1er janvier 1917, nos 3 régiments se trouvent respectivement le 88 dans la région de Champagne, le 288e régiment d'infanterie, lui, se trouve dans la région de Pont-à-Mousson, c'est ici. Quant au 135e régiment d'infanterie territoriale, il est positionné au sud-ouest de Soissons et il y restera toute l'année dans la zone au sud du chemin des Dames. Alors, on va parler en premier du 288e régiment d'infanterie, car c'est le régiment qui a eu le plus d'actions importantes et qui a subi de lourdes pertes, en particulier au chemin des Dames. Alors, le régiment se trouve au 1er janvier et ce jusqu'au mois de juillet, se trouve dans la région de Pont-à-Mousson. Ces 3 bataillons étant répartis à 12 km au sud-ouest de Pont-à-Mousson. Pas d'action particulière pendant ces 6 premiers mois, sinon des opérations classiques d'embuscade, de recherche de renseignements, comme par exemple des petits coups de mer dans un système, mais on n'a pas trop le temps d'en parler, donc je le cite simplement. C'est un coup de mer qui a permis de récupérer des prisonniers, des documents, des munitions, et qui permet de localiser l'ennemi selon exactement qui se trouve en face. Le 18 juillet 1917, le régiment bascule vers une zone, un secteur qui va être beaucoup plus dangereux pour lui, c'est le chemin des Dames. Et là, je passe la parole à M. Gendre, qui va vous présenter le régiment au chemin des Dames. Bien, mesdames et messieurs les généraux, comme il est de tradition, on va faire l'énumération des lieux de mémoire ayant affecté les soldats gersois pendant cette année 1917. Donc nous sommes désolés d'avoir un temps encore plus court, puisqu'en 1914, nous avons eu 1 heure pour développer l'affaire Alain Fournier avec le directeur de soldats de 1988. Nous avons retrouvé à Saint-Rémy-la-Calonne toute l'histoire, la vraie histoire, et pas uniquement celle qui est parue dans la presse à cette époque-là. En 1915, 3 quarts d'heure sur Rocaincourt, mon général. Rocaincourt, c'est la douloureuse page de gloire du 88e RI, notre régiment occitan, qui, le 9 mai 1915, lors de la bataille d'Artois, alors que nous attaquons sur Lorette, le 88e RI reçoit l'ordre d'attaquer devant le village de Rocaincourt, le fameux labyrinthe. Donc là, ce sera une journée tragique, puisque 1200 Gersois perdront la vie ce 9 mai 1915 à Rocaincourt. Et
vous permettrez de sortir un peu de mon exposé initial, mais je pense que par votre présence, c'est très bien aussi de rappeler certaines choses à l'assistance ici présente. Nous avions un chef de corps exceptionnel, avec le colonel Marias, colonel de 88e mairie, lors de son départ en août 14 d'Auch. Il a toujours su préserver la vie de ses hommes. Pendant la bataille des frontières, la bataille de Bertrix, le 24 août 1914, alors que les régiments d'à côté sont durement éprouvés, il sait préserver la vie de ses hommes et nous faisons la bataille des frontières avec des pertes relativement faibles pour le 88e mairie. Ensuite, la bataille de la Marne, là aussi, nous participons à l'offensive de la fameuse bataille de la Marne, et lorsqu'on voit le GMO, les pertes sont aussi relativement faibles. De là, nous faisons les premières batailles de tranchées à Perte-les-Hurlus, sur le camp de Suippes, où en fin décembre 1914 et surtout début janvier 1915, le 88e mairie prend d'assaut le village de Perte-les-Hurlus. Et là, en général, nous avons une petite pensée pour l'ensemble des Gersois dont leurs pères ou grands-pères sont entêtués à Perte-les-Hurlus. Si un jour nous avons la possibilité d'amener les anciens sur le camp de Suippes, peut-être qu'avec votre intermédiaire, nous aurons la possibilité d'y accéder. C'est très difficile, mais évidemment étant un champ de tir actuel. Donc, et là, le colonel Maillas écrit au maire d'Auch à l'époque, après la prise de Perte-les-Hurlus, il dit « Monsieur le maire, vous pouvez être fier de vos petits Gascons ». De là, nous partons pour la bataille d'Artois en 1915. Le 88 doit attaquer le fameux labyrinthe allemand, fortement défendu, préparation d'artillerie, et le colonel a donné l'ordre de sortir en 2 vagues d'assaut. Une première vague à 10h, une deuxième vague à 10h30, chaque fois un bataillon. Mais pour être sûr que l'attaque se passe bien, le colonel et son état-major vont en première ligne, sur la première tranchée, pour voir comment se passe l'assaut du premier bataillon. 10h, le premier bataillon sort, c'est une catastrophe. Les mitrailleuses allemandes n'ont pas été réduites par l'artillerie. Et donc, on pense que si ce chef avait survécu à cette journée, il n'aurait pas donné l'ordre, il n'y aurait pas eu la sortie du deuxième bataillon qui va encore aggraver les pertes de nos Gersois. Malheureusement, la première rafale d'obus allemande tombe sur la première tranchée française. Le colonel et son état-major sont tués et le commandant du deuxième bataillon ne reçoit pas l'ordre d'interrompre son assaut. Voilà ce que je voulais te dire. C'est en corrélation avec malheureusement ce qui s'est passé au chemin des Dames et la façon dont nos troupes à l'époque ont été envoyées à l'assaut sur des objectifs qui ne leur paraissaient pas éminemment importants. Donc je voulais aussi vous montrer le fameux écusson du 88. Je crois que sur les 4 ans que nous avons fait, nous ne l'avons pas montré. On voit bien que ces régiments d'Auch, les armoiries aussi telles dans leur centre. Et pendant que nos troupes sont sur le front, bien à la caserne de l'Anne, ici on voit nos soldats de la classe 17 qui commencent et continuent leur formation avant de monter au front. Donc, le chemin des Dames a déjà été le théâtre de combat en août 14. On voit ici les fantassins en tenue de 1914, mais également en 1940, où le chemin des Dames verra de durs combats menés par la 4e division cuirassier du colonel de Gaulle. Donc cela fera partie des temps forts des combats de 1940 sur le chemin des Dames. Donc, le chemin des Dames. Un premier combat au chemin des Dames, en avril 1917, qui donne malheureusement les résultats que l'on connaît, avec l'offensive Nivelle et des pertes effroyables pour l'armée française. C'est certainement la bataille la plus douloureuse pour l'armée française. Tout ça parce que
Mais des soldats sont montés à l'assaut, alors que de l'autre côté du plateau, les troupes allemandes avaient à la fois fortifié et surtout creusé des abris où ils pouvaient se laisser passer la préparation d'artillerie avant de sortir et d'attendre nos soldats qui montaient à l'assaut. Vous voyez, ce sont des tunnels qui s'enfonçaient loin sur le plateau crayeux, donc il était très facile d'établir des tunnels et des abris dans la roche. Donc on va se concentrer sur le 288e ERI. Donc je vous rappelle, 88e ERI d'Auch, régiment active, 288e ERI de Mirande, régiment de réserve, où allaient nos soldats de 14 lorsqu'ils avaient plus de 32 à 34 ans. Donc voilà la zone d'action du 288. Voilà, le 288 se trouvait ici sur ce croisement. Donc l'action principale se passera autour du fort d'Amalmaison et un peu plus loin. Et ici nous sommes sur le bout de l'attaque d'octobre 1917. Nous sommes sur la deuxième bataille du Chemin des Dames. Là, le général Pétain a pris le commandement du secteur et va faire une offensive limitée qui aura le succès que l'on connaît. Donc, des noms qui vont vous être rappelés: la ferme de la Rollière, la chapelle Sainte-Berthe, la ferme Saint-Martin qui est juste à côté, et nous allons voir. Alors, le but, c'était, dans cette deuxième offensive du Chemin des Dames, de rejeter les troupes allemandes du plateau et de descendre rapidement sur la vallée de l'Aisne. Et on voit bien ici le secteur d'attaque. Donc, par rapport au général Nivelle, le général Pétain a restreint énormément le front de l'offensive, de manière à concentrer un maximum de troupes et de moyens sur un secteur relativement limité. Vers le plateau de Californie, on verra l'assaut de chars d'assaut, Saint-Chamond et Schneider, voilà, avec le succès que l'on connaît. On peut revenir un peu en arrière, la photo précédente, s'il vous plaît, encore celle devant. Voilà, pourquoi ce secteur? Parce qu'on voit qu'ici, le plateau qui fait des fois 1,5 km à 2 km de large, ici il est très 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 étroit. Donc le terrain à conquérir est relativement faible en superficie et on peut de suite descendre sur la vallée de l'Aisne. Voilà. Donc, donc la 67e DI, donc le 288 fait partie de cette division et fait un peu la flancarde de l'attaque. Avec le 283, le régiment de Saint-Gaudens, avec lequel il fait toute la guerre, le but c'est de prendre la chapelle Sainte-Berthe et surtout d'empêcher toute troupe allemande de converger du plateau vers la zone d'attaque. Donc voici l'emplacement des troupes françaises du 288, l'objectif, la chapelle Sainte-Berthe, et on voit que là, le plateau, de suite, va permettre, en prenant cette zone, de descendre par ces fameux ravins vers la vallée de l'Aisne. Voilà, les objectifs principaux, tout pareil, ferme Saint-Martin, chapelle Sainte-Berthe, et le but c'est d'aller vers Pagny-Filin, ici Filin, et descendre sur l'Aisne. Donc, chaque fois dans nos exposés, nous vous aurons un petit peu voyager. Donc, si vous allez sur le Chemin des Dames, grâce aussi au centenaire, beaucoup de choses ont été faites, et tout le parcours du Chemin des Dames est bien répertorié, bien fléché, bien expliqué. Notamment le fort d'Amalmaison, qui sera un des objectifs de ces journées du 23 au 25 octobre 1917. Voilà ce que vous avez lorsque vous arrivez sur le parking, avec l'explication. Donc cela, vous en avez tous les 5 ou 6 km sur le Chemin des Dames, qui, je vous rappelle, fait 30 km de long. Voilà, après le fort d'Amalmaison, après les combats. À la différence que nous avons vu l'an dernier sur Verdun avec le fort de Douaumont et de Vaux, c'est un fort qui est aussi serré de rivière, mais qui n'était pas inclus dans une ligne de défense importante au début de la guerre de 14, donc il n'a pas été modernisé.
il n'y a pas de couverture en béton armé, ni de tourelle d'artillerie à éclipse en acier, comme on l'a vu à Douaumont. Donc la résistance du fort était toute limitée, il pouvait uniquement servir d'abri à des troupes, et encore abri aussi limité, puisque vous voyez l'effet de l'artillerie sur le fort de la Malmaison, qui se trouve à vol d'oiseau à 800 mm à la gauche de notre 288. Voici l'entrée du fort après les combats, face arrière, c'est pour ça qu'il est encore un peu préservé. On va ensuite les fossés. Voilà, l'état du fort, qui a été pris assez rapidement, et le fort au jour d'aujourd'hui. Donc c'était uniquement des casemates où on mettait les munitions, et les canons se trouvaient en plein air. Donc on comprend bien qu'en 1914 et 1917, la possibilité défensive était tout à fait limitée. Voilà le champ de bataille autour du fort de la Malmaison après les combats. Et le fameux moulin de la Fou. Donc si vous allez visiter, vous verrez aussi il y a sur cette zone des monuments intéressants. Alors voilà le fameux chemin des dames, ou plutôt tel qu'il était au début des combats, donc déjà bien défoncé, et donc là sur la ferme de la Royère où se trouve le 288. La ferme Saint-Martin, vous voyez lors de l'assaut, ce qu'il en reste, c'est-à-dire rien du tout. Et là, photo intéressante, on voit la chaussée que nous venons de voir, qui est traversée par une tranchée. Et on voit ici l'empierrement de la chaussée du fameux chemin des dames. Donc le 288 va monter en ligne mi-octobre 1917 pour participer à l'offensive du 23. L'offensive pour le 288 durera 3 jours, le 23, 24 et 25 octobre 1917. Il faut se mettre dans la peau de nos soldats gersois du 288, qui ont vécu une année terrible. L'année 1916 a été terrible pour eux, alors que c'est une division de réserve. Et on l'a vu depuis 1914, le 288 a défendu Verdun et sa région. En 1914, Alain Fournier, on est sur la tranchée de Calonne. Et en 1916, il se trouve sur le village de Cumières. Et il prendra de plein fouet l'assaut allemand de la rive droite lorsque les Allemands attaqueront Cumières, le Moron et la côte 304. Le village de Cumières sera entièrement détruit. Il fait surtout partie des villages détruits de la région de Verdun. Et là, le 288 sera une première fois fort éprouvé. Une seconde fois, en septembre 1916, où là on parlera du capitaine Anatole Castex, le lieu où il trouvera la mort, en septembre 16, dans le bois de Gros-Chapitre, en défendant une des dernières poussées allemandes sur le fort de Souville. Il sera retiré du front pendant 5 ou 6 jours, et il remontera toujours en septembre 1916 devant Fleury pour là aussi arrêter les dernières attaques allemandes sur Fleury, dont le régiment sera fortement éprouvé, sera mis au repos, reconstitué. On l'a vu, sera à côté de Pont-Saint-Mousson, un peu au repos. Mais là, il reçoit l'ordre de monter au chemin des dames. Nous sommes en octobre 1917. Tous les soldats savent ce qui s'est passé au chemin des dames au mois d'avril 1917. Donc pour nos soldats, monter au chemin des dames, c'est, après avoir fait Verdun, avoir survécu à Verdun, c'est se dire, chemin des dames, là, pour nous, c'est fini. Donc il y a une magnifique histoire, et là nous terminerons l'exposé par cette histoire, mais pour le moment, voilà, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le chemin des dames, ici, c'était les positions du 288, et voilà son objectif, la chapelle Sainte-Berthe, la ferme Saint-Martin se trouve ici, la Royère juste à côté, et voilà l'objectif, la vallée de l'Aisne, et c'est par ces ravins que l'on descendait rapidement sur la vallée de l'Aisne. Voilà de plus près la chapelle et l'ancien emplacement de la ferme. Donc le but c'était, comme on voit ici, arriver sur le rebord du plateau et ensuite descendre sur la vallée. Donc objectif atteint, puisque lorsque les Allemands se sont
ont été chassés du bord du plateau, mais quelques jours plus tard, ils ont évacué l'ensemble du chemin des dames. Donc, avec une nouvelle tactique, mise au point par le général Pétain, mais on a vu l'efficacité, parce que pendant 3 jours de combat, même si les combats étaient très durs, les pertes ont été relativement limitées, surtout par rapport à la première bataille. Voici la photo après les combats du ravin qui descend vers Filin et la chapelle Sainte-Berthe est ici à l'heure. Voilà la chapelle Sainte-Berthe aujourd'hui. Elle a été reconstruite après les combats de 1917 par une famille, donc c'est une chapelle privée, qui s'inscrit dans le tracé des mémoriels du chemin des dames. Et donc le 23 octobre 1997, donc pour le 80e anniversaire de cette bataille, avec l'amicale du 88e mairie, puisqu'il existe dans le Gers l'amicale des descendants du 88e mairie, l'honneur de faire partie. Donc nous avions décidé sur cette chapelle Sainte-Berthe d'apposer cette plaque, puisque le régiment a mis 3 jours pour parcourir le terrain que nous avons vu et prendre la chapelle Sainte-Berthe, parce qu'on n'était plus dans l'assaut de masse, mais on était dans de l'assaut chirurgical avec l'emploi de lance-flammes, l'emploi de mortiers de tranchées. Donc petit à petit, les pertes du 188 ont été relativement limitées. On note dans l'historique du 288, utilisant un lance-flamme, malheureusement, un de nos soldats a pris un retour de poids. Au Grand Moyen-Âge, les termes employés, et donc il a été tué par le retour de ses flammes. Oui, non, c'est bon. On va. Donc, petite anecdote sur cette plaque, sur la chapelle Sainte-Berthe. Nous avons le témoignage du soldat Saint-Martin, qui survivra, soldat du 188, qui survivra, qui ouvrira une boucherie chevaline à Célissac, et soldat Saint-Martin qui attaquait sur la ferme Saint-Martin et sur la chapelle Sainte-Berthe. Ce soldat pensait que la veille du 23 octobre, son dernier jour était arrivé. Et il s'est dit, si je survis à la Grande Guerre, si un jour j'ai une fille, je l'appellerai Berthe. Donc Saint-Martin a pris la ferme Saint-Martin, est rentré chez lui, a eu une fille qui s'est appelée Berthe. Et ce jour-là, Berthe est venue inaugurer cette stèle. Voilà le retour de l'histoire vers nos Gersois, et c'est un moment très très émouvant. Donc ensuite, sur le chemin des dames, évidemment, on a essayé de reconstruire. Donc, voilà un peu ce qui a été reconstruit juste après la guerre. C'était des maisons très légères. On a fait faire reconstruire très vite. Et voilà un peu ce que donnait le chemin des dames dans les années 1920-1921. Et c'est tout à fait, lorsqu'on le visite, on retrouve tout à fait ces constructions tout le long du chemin. Voilà le chemin des dames aujourd'hui. Le calme est revenu. Tout a été remis en culture, très difficilement. À partir de 1920-21, très difficilement, les agriculteurs locaux disent que leurs anciens racontent que le cheval qui tirait la charrue, il avait une chaîne de près de 20 mètres de long, au cas où elle se trouvait sur un obus. Il y a eu quand même pas mal d'accidents là-dessus, ce qui explique que peu d'agriculteurs ont voulu ensuite revenir cultiver le chemin des dames, et on trouve aujourd'hui des exploitations fort importantes, et déjà à l'époque, on avait des exploitations de plus de centaines d'hectares qui étaient incroyables pour la France à cette époque. Voilà, donc le chemin des dames, avec ici vous avez le fameux monument aux Marie-Louise, donc c'est parce que Napoléon avait déjà livré une bataille lors de la campagne de France de 1814, donc vous avez un mémorial qui rappelle les soldats de Napoléon et les soldats de 14-18. Et donc, sur l'ensemble des 30 km du chemin des dames, voilà, vous trouvez une multitude de monuments comme celui-ci. Donc, je vous invite à aller parcourir. Évidemment, un monument qui reste au commun symbolique pour notre sud-ouest, c'est le mémorial des Basques. Donc, ici, le mémorial, où se trouvent les 4 régiments du Pays Basque, Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan et Tarbes. Et un petit clin d'œil vous voyez ici le 42e mairie. Le corps franc Pommiès, corps franc qui a animé la résistance armée dans le Gers,
issus des régiments d'armistice, dont le corps franc du colonel Pommiès. Au début, il était un simple régiment, il est devenu ensuite une brigade avec l'afflux des résistants gersois et pendant les combats de la Libération, le corps franc Pommiès sera héritier des traditions du 40 de Vévéry. Dernier clin d'œil sur le chemin des dames, qui a été fait cette année pour le centenaire. C'est un mémorial aux soldats de l'équipe de France de rugby de l'époque tombés au chemin des dames. Voilà, nous avons un projet autour des soldats du FCA, au CITEC, tombés au champ d'honneur, donc c'est tout à fait en corrélation à ce qui s'est fait à cette époque-là. Ensuite, je voulais terminer sur une photo un peu exceptionnelle, parce que c'est très rare d'avoir des photos du 135e régiment d'infanterie territoriale. On n'a pratiquement pas de photos, nous avons celle-là. En plus, elle est marquée 1915, et on voit déjà nos soldats commencent à avoir la tenue de l'horizon, mais ont toujours le pantalon rouge. Mais pour les territoriaux, honnêtement, ils sont bien équipés. Alors on se pose un peu la question, ce drapeau, c'est peut-être pas le Pays Basque, c'est peut-être le Pays Basque ou britannique, on ne sait pas trop. Mais bon, voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, pour terminer, un peu plus long que d'habitude, mais c'est la faute des organisateurs qui nous raccourcissent toujours. Et M. Maurras a bloqué son chronomètre. Voilà, je voulais aussi vous dire, là, en tant qu'élu du département, que les élus se sont fortement impliqués sur ce projet du centenaire. Symboliquement, pour déclencher tout cela, nous avons souhaité, comme l'ont fait d'autres départements, en août 14, faire sonner le tocsin dans toutes les communes du Gers, et le département a réimprimé une affiche de mobilisation que nous avons distribuée à chaque commune. Nous avons joué les mêmes choses. Le maire a mis son affiche à la mairie et a sonné le tocsin. Et donc, je vous propose, je présente monsieur le préfet, pour l'année prochaine, bien après le tocsin, je pense qu'il faudra faire sonner les cloches à la volée le 11 novembre à 11h. Et pourquoi pas faire des repas républicains dans chacune des communes qui le souhaiteront ou nos chevaliers de canton. Voilà. Donc, on dire aussi que les élus se sont impliqués au niveau du département, puisque le conseil départemental des jeunes, en 2015, se trouvait à Rochlincourt pour le centenaire de cette bataille. Et là, anecdote aussi, la place du village de Rochlincourt, qui est à la lisière d'Arras, remontant vers Notre-Dame-de-Lorette, et une ville Saint-Va, la place du village appartient au conseil départemental du Gers. C'est là qu'a été érigé en 1952 le mémorial aux soldats gersois pour la guerre de 14-18. Donc c'est notre symbolique. Et aussi notre action, puisque là, les généraux sont présents, notamment les grands artisans de cette œuvre. Nous avons souhaité aussi, en tant que président du service départemental des services de secours, d'inscrire nos jeunes sapeurs-pompiers dans ce devoir de mémoire. Dans leurs 4 années de formation, qui se forment le samedi matin, pendant 4 ans, ils sont de 13 à 17 ans. Donc pendant les 4 ans de formation, il faut au moins un voyage mémoriel. Donc ce voyage surtout de la citoyenneté et du devoir de mémoire. Nous avons eu la chance d'aller 2 fois déjà depuis 2015 raviver la flamme à la Haute-Triomphe, notamment un mois, jour pour jour, après les attentats du Bataclan, 30 de nos jeunes sapeurs-pompiers étaient présents à la Haute-Triomphe pour raviver cette flamme. Et surtout, ce qui est exceptionnel, c'est qu'aucun des parents, alors que le voyage était prévu par avance, aucun des parents n'a dit non, ils n'y vont pas. Un mois après les attentats du Bataclan. Nous y sommes revenus une nouvelle fois, mais surtout, nous avons, et là, nous avons été retenus par le centenaire, faire un voyage mémoriel sur Verdun. Et là, monsieur le préfet, lors de la journée commémorant la bataille de Verdun, sur une petite commune gersoise, nos jeunes sapeurs-pompiers étaient là avec l'ensemble des anciens combattants et on déposé une urne contenant la terre des cimetières sur nos soldats gersois autour de Verdun. C'était un moment très fort. Et le général Lasserre, que je remercie, a souhaité, avec l'ensemble des combattants ce jour-là, que symboliquement, faire une action en faveur de nos jeunes sapeurs-pompiers. Ils ont décidé de faire un drapeau associatif en faisant la réplique du drapeau du 88e mérite, qui a été remis à nos jeunes sapeurs-pompiers il y a une quinzaine de jours.
et qui compte aller chercher. Voilà aussi ce qui se fait dans le Gers. Désolé pour cet aparté, mais je pense que c'était en général le moment de l'affaire. Voilà, donc je m'excuse et je laisse la parole au colonel Morel qui n'a plus beaucoup de temps pour vous parler. Oui, pour vous parler du 88, normalement, j'aurais dû avoir un quart d'heure, alors on a déjà dépassé le temps, donc je vais très rapidement, en quelques minutes, ébaucher tout ce que j'aurais dit. Mais en le texte complet, il y aura dans le prochain volume des actes. Dans le 88, bon, le 88, au début de la guerre, se trouve dans la région, à Champagne. Toutes les opérations qui se font sont des opérations de routine, des genres de recherche de renseignements, c'est-à-dire des petites embuscades, des petits coups de main, des recherches de renseignements dans les tranchées adverses pour récupérer des documents, etc. Le combat se poursuit avec tout le temps des duels d'artillerie, et le 88 a souffert quand même en janvier d'une exposition de ces bataillons, va subir une grosse attaque au gaz, qui va quand même provoquer des pertes relativement importantes, puisque le 31 janvier, ils perdent 2 officiers, 51 sous-officiers et soldats morts, 11 disparus, et 5 officiers et 201 hommes blessés ou intoxiqués. Donc c'est quand même une relativement grosse perte, et ça sera ceci durant toute l'année. L'implantation de la garnison, l'implantation du régiment avec autour des marquises. Voilà la ferme avant qu'elle ne soit complètement détruite, qui était baptisée la Villa, qui servait un peu de base de repos pour les soldats de première ligne. Voilà un poste de mitrailleuse dans les tranchées. On voyait que le secteur est relativement calme, parce qu'on voit là par exemple une corvée d'eau. Si c'était sous le feu, il ne serait pas comme ça. Donc le secteur était relativement calme dans le secteur des marquises. Voilà la tranchée. Bon, le 12 mars, le régiment va riper légèrement. Il va passer d'ici à ici, après quelques jours de repos, et le 28 mars, 2 avril à Aponin, il revient ici, juste en face du Cornillet. Le pont du Cornillet étant l'objectif du régiment, en fait, de la division, à ce moment-là, au mois d'avril. Alors, le Mont Cornillet, le 17 avril au 20 mai, va subir des assauts successifs dans le 88. Mais le 88 n'assistera pas à la chute du mont, puisque vous voyez que le 25 avril, il est relevé de cette zone et déplacé et envoyé dans le secteur de Verdun. Voilà le Mont Cornillet. Ce sont des photos aussi catastrophiques que celles que vous avez voir M. Jean, un terrain complètement dévasté. Voilà. En avril 17, donc, le régiment bascule vers Verdun, le secteur de Verdun, vers le bois des Chevaliers, où il va rester du mois de mai au mois de novembre. Le bois des Chevaliers, vous voyez ici, là vous avez les Palamex, donc c'est le secteur de Verdun qui a énormément souffert pendant l'année 16. Et ensuite, en novembre, il bascule pour aller vers le bois de Chaume, qui est à proximité également, qui se trouve ici. Verdun est ici, le bois de Chaume est ici. Le 88, pendant cette année 17, n'a quand même pas énormément souffert, contrairement au 288. Sinon, comme on a vu au début, des attaques de gaz, qui ont quand même fait pas mal au moins beaucoup d'intoxiqués. Voilà, le 1er décembre, le régiment est dans le secteur de Verdun. Et en un mot sur le 135, donc vous avez vu tout à l'heure la photo des 135, le 135 n'a pas bougé, il est resté dans le secteur de Soissons, qui est ici, et au sud du chemin des Dames. Pour le 135, c'était 45 officiers, 148 sous-officiers, 1747 soldats, plus de 116 chevaux. Leur mission
étaient exclusivement de la mission de logistique. Ils étaient là pour entretenir les routes. Et une image mieux que mon discours. Voilà le chemin des Dônes qui était sans arrêt parcouru tout le temps par des convois de transport de troupes, de transport de munitions, par l'artillerie. Donc la route était extrêmement abîmée, détériorée, et nos soldats, ceux qui faisaient de la réparation, on les voilà. Voilà. J'en ai terminé. Excusez-moi pour la course, je n'avais pas le choix.